Alors, rebonjour tout le monde. Nous sommes aujourd'hui à la séance 3. La semaine dernière, nous avions discuté autour de l'entreprise. Aujourd'hui, nous allons aller en profondeur pour la classification juridique, économique et pour aussi découvrir les types d'entreprises. Si vous voulez de l'entrepreneuriat, vous voudriez créer votre own entreprise, votre projet personnel, alors ce chapitre ou cette partie est utile pour vous. Si vous voulez travailler en tant que manager, rentrez. Si vous voulez travailler en tant que manager, gestionnaire, chef de projet, chef d'équipe, de toute façon, c'est une connaissance personnelle pour toi qui sera certainement utile pour plus tard. Donc, bienvenue à la séance 3. Nous allons directement vers le premier point, la réalité humaine de l'entreprise, puisque la semaine dernière, nous avions vu la réalité économique. Tout à fait. Vous voyez le mot humain ici, et ça nous rappelle quel poste? Le poste de DRH. Bien sûr, nous n'avons pas que des projets à gérer, nous avons aussi l'humain à gérer. Et si nous gérons l'humain correctement, alors les projets suivront. Nous avons des tâches, des objectifs, des finalités. Mais nous avons qui pilote tout cela? C'est l'humain. Avant, nous avions des machines. Si tu penses avant à une entreprise d'automobile, nous avions des séries, comme le film de Charlie Chaplin. Une personne qui gère énormément de choses, mais c'est les machines qui gèrent le plus. Dans les entreprises industrielles, nous comptons sur les machines. Mais vous remarquez, à travers l'évolution économique, que nous misons beaucoup plus aujourd'hui sur l'intelligence immatérielle, l'intelligence humaine, qu'on appelle aujourd'hui le capital immatériel. L'humain, c'est un capital. Et je vous avais déjà dit la semaine dernière qu'on peut avoir de l'argent, mais si nous avons des personnes bras cassés, des incapables, des incompétents, ces incompétents vont nous détruire notre argent, notre capital financier. Mais si nous avons peu d'argent ou une somme considérable, mais nous avons un capital humain de qualité, compétent, compétitif, combatif, aventurier, un capital humain fou qui a de grands rêves, qui se projette dans l'avenir, mais avec tous les ingrédients que nous avions expliqués la semaine dernière. Si nous avons ce capital humain, qu'est-ce qu'il fait à l'argent que nous avons? Il le développe. Il te multiplie le chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce qu'il pense autrement, il crée la stratégie. Je ne vais pas refaire le cours de la semaine dernière. Nous avions déjà vu ce profil du manager que tu dois être ultérieurement. En tout cas, l'entreprise n'est présente qu'à travers une réalité humaine, qu'à travers la qualité de son capital humain. Donc, si vous voulez noter avec moi l'humain, comment il est appelé? Capital humain, capital immatériel. Et ici, ce capital humain ou ce capital immatériel, on doit l'organiser. Donc, il s'agit, si nous parlons d'entreprise, d'une organisation humaine. Quand tu entends organisation humaine, ça veut dire chacun est recruté selon quoi? Sa spécialité. Et lorsque je parle de spécialité, tu as un master en audit, je ne vais pas te mettre dans le commercial. Tu as un master en marketing, je ne vais pas te mettre en audit. C'est-à-dire, tu es recruté selon ton champ de compétences. Tu seras efficace. Si tu es recruté, nous remarquons que si il y a un recrutement de quelqu'un qui n'a pas le diplôme par rapport à la tâche, il n'y a pas de compétences et il n'y a pas de performance. Exactement, il n'y a pas de performance. Donc, si tu veux avoir de la performance économique, il faut un bon choix au niveau du recrutement. Tout à fait. C'est parce que l'une suit l'autre. Et si je parle de recrutement, il n'y a pas uniquement spécialité. Il y a bien sûr année d'expérience et il y a comportement. Notez, ne me regardez pas. Notez. Notez mon explication. Qu'est-ce que nous venons de préciser? Le capital humain ou capital immatériel doit être intelligemment sélectionné. Quand? Lors du recrutement. Tu dois choisir les bonnes personnes à la bonne place avec la compétence qu'il faut. Pour quelle raison? C'est quoi ton objectif? Exactement, arriver à une performance économique et une performance humaine. Et qui dit performance économique et performance humaine dit profit. Une entreprise est vivante lorsqu'elle arrive à générer un profit. Elle meurt, elle fait faillite lorsqu'il y a perte. Donc, sur qui nous allons compter? Sur l'humain. J'espère que vous avez compris que c'est le cœur de l'organisme. Exactement. Allez-y. On y va?
Regardez le deuxième mot avec moi. Qu'est-ce que j'ai mis? Regroupement de... Oui. Attention, on peut être un groupe et on peut être une équipe. C'est quoi la différence? Le groupe, nous sommes juste ensemble. Mais nous n'avons pas la même direction. Nous ne voyons pas la même direction. Nous sommes juste ensemble. Toi, tu as ton téléphone, l'autre, il regarde là. Nous n'avons pas la même personnalité ni la même vision. Mais s'il y a un manager intelligent, il transforme le groupe en équipe. C'est comme le match de foot. Je prends le sport parce que c'est un excellent exemple. Un coach intelligent, il fait du management. Il transforme des gens qui viennent de nationalités différentes, il les transforme de simples individus à des agents ou des acteurs de réussite. Il transforme des joueurs qui viennent de religions, de croyances, de pays différents vers des gens qui sont ensemble, l'un qui protège l'autre, l'un qui soutient à l'autre. C'est vrai ou c'est pas vrai? Dans un match de foot, est-ce que chacun fait ce qu'il veut? Il regarde la même direction. C'est cela en fait. Donc le coach, qu'est-ce qu'il a fait? À partir d'un simple regroupement de personnes, il a su transformer le groupe en équipe. Donc le groupe, c'est quoi? C'est des individus ensemble. L'équipe, c'est des gens qui se soutiennent, qui se protègent et qui regardent la même direction. Oui. C'est quoi la direction en entreprise? Exécuter la stratégie, écraser les concurrents, développement, créer du bénéfice, avoir le monopole sur le marché, reproduire pour rester dans la réalité économique, parce que si je ne produis plus, je disparais. La croissance, en tout cas, je dois étudier en interne toutes les possibilités d'action et donc nous travaillons ensemble. Qu'est-ce qu'il y a dans l'équipe? Il y a collabo. Mais oui, par contre dans le groupe, il n'y a pas de collaboration, c'est one-to-one. Est-ce que vous avez compris? Chacun pour soi, Dieu pour tous. Par contre, dans l'équipe, il n'y a pas chacun pour soi. Nous sommes tous pour goal, nous sommes tous pour but, nous sommes tous pour finalité. Donc, nous sommes tous ensemble avec un plan, une planification stratégique. Et continuez à me regarder, ne notez rien. Il ne faut pas me regarder. Il faut noter. J'explique et en même temps, tu notes s'il te plaît. Qu'est-ce que nous avons dit? On reprend un peu pour vous aider à noter. Quelle est la différence entre équipe et groupe? Je commence par groupe. C'est quoi groupe? Oui? C'est un ensemble de personnes. Ce sont des individus. Qu'est-ce qu'ils lisent, ces individus? Rien. Ils sont ensemble. Ils peuvent être dans un café. Ils ne sont pas ensemble. C'est un groupement de personnes. Le lieu les a obligés à être... Oui. Par contre, l'équipe. Un nouveau vocabulaire va rentrer, un champ lexical différent. Oui? Même direction. Protection mutuelle. Quoi encore? Même but, même... Et même final. On veut arriver à la fin, et notre fin, c'est la même. On veut gagner. On veut le monopole. On veut avoir une place concurrentielle sur le marché. On veut avoir une stratégie compétitive. Et nous déployons des efforts. C'est quoi ces efforts? On doit avoir un plan. C'est ce qu'on appelle la planification stratégique. En suivant une stratégie pour arriver à quoi? À l'atteinte de nos objectifs. J'espère que vous notez avec moi au lieu de me regarder. Notez au fur et à mesure. Très bien. Donc, en entreprise, nous avons besoin d'édifices, d'équipements, de produits, oui. Mais ce ne sont pas uniquement des ingrédients... Enfin, il ne s'agit pas d'ingrédients, on va dire, suffisants. Mais c'est difficile de compter uniquement sur le cadre. Nous avons besoin aussi d'humains. Il s'agit, on va dire, d'une combinaison. On va combiner l'ensemble de ces facteurs pour avoir une performance. De toute façon, si nous avons un cadre organisé, harmonieux et cohérent, le travail suivra. Toi, par exemple, tu veux travailler dans une entreprise. Si le manager ou si le boss ou ton chef ou ton N1 veille à la décoration des lieux, il met un tableau, une plante, il met une kitchenette, il essaie de réfléchir autour de ton confort. Il dit oui, mon salarié va rester toute la journée au sein des locaux.
Donc il a besoin d'un distributeur d'eau, distributeur de canettes de coca. Il réfléchit aux petits détails qui peuvent paraître insignifiants pour d'autres, mais qui ont leur importance. Au lieu que toi tu sortes entre midi et 2, tu trouves tout ce que tu veux dans la kitchenette, tu resteras. Est-ce que vous savez que dans certaines entreprises japonaises, il y a des salons de repos pour les salariés entre midi et 2? Il y en a, des salles de repos. Quand tu donnes, après 2-3 heures, à un moment, tu n'arrives plus à te concentrer, tu pars te reposer quelques minutes et tu reviens. Et ce n'est pas un management part-time, ce n'est pas le pointage par carte, mais c'est un management par objectif. Voilà l'objectif du jour. D'ici la fin de journée, tu me fais ton feedback. Et dans la fin de journée, je dois avoir un résultat. Tant que tu le gères comme tu veux. Tu te reposes 5 minutes, 10 minutes, 1 heure. Mais c'est à toi de voir. L'important pour moi, c'est d'avoir l'objectif atteint en fin de journée. Pensez-vous que ça peut marcher chez nous au Maroc? Si on fait une salle de repos, peut-être que les gens feront une sieste de 4-5 heures. Et donc peut-être, le management est en fonction du contexte. Le management est en fonction de la réalité humaine du salarié. Un Marocain n'est pas comme un Asiatique. Donc, si toi tu es manager futur, tu dois connaître où tu es acteur. Tu as qui en face de toi? Quelle est leur culture? Ils viennent avec quelle idée? Ils sont de quelle nature? Donc, tu dois déjà faire une analyse psychologique des gens qui sont avec toi pour que tu saches quel mode de management tu vas choisir. D'accord. Maintenant, je passe au deuxième point. Et vous remarquez, j'ai mis beaucoup d'images. Et suite à chaque image, tu devras noter normalement une qualité ou une technique en management. Ici, regardez. Tout le monde vient de cette direction et le monsieur part de cette direction-là. C'est quoi le message que je voudrais vous lancer? Dites-moi. Tout le monde vient de ce côté et lui, le seul, il part de ce côté. Ça veut dire? Oui? Non. Est-ce qu'il suit les autres? Est-ce qu'il est influencé par les autres? Il dit, madame, voilà, bravo. Il ne dit pas, non, tout le monde prend cette direction, je dois les suivre. Non. Quand tu vois que tout le monde suit le système de troupeau, tu n'es pas obligé de suivre. Tu as ta persona, tu as tes rêves. Et tes rêves ne ressemblent pas aux rêves des autres. Tu as ton ambition, ta vision. Donc ici, un manager doit avoir l'esprit de différence et croire en toi. Confiance et différence. Est-ce que vous avez compris? J'espère que vous avez noté ces deux qualifications. Lorsque tu veux gérer l'humain, fais-toi confiance. Parce que pour gérer l'humain, c'est que quelquefois l'humain est beaucoup plus difficile que gérer une machine. Tu peux gérer des machines, mais quand tu arrives à l'humain, c'est très difficile. Pourquoi? Parce que l'humain, un lundi matin, il ne veut pas travailler. Lundi matin, il peut te dire non, je refuse un déplacement. Lundi matin, il peut te dire je suis désolé, je ne suis pas prêt psychologiquement pour animer la réunion. Il peut avoir un refus de collabo. Par contre, la machine, tu la programmes, elle marche. Donc, si nous avons une logique en face de machine et de mission, nous devons avoir une intelligence oui, en face d'humain. Parce que l'humain change d'humeur. L'humain peut, dans une seule journée, traverser 4 ou 5 émotions. Il est content le matin, il n'est pas content à midi, il est fermé à 14 heures et même toi, tu vis beaucoup d'états dans la même journée. Peut-être que maintenant, ça ne va pas, tout à l'heure, ça va, l'après-midi, ça ne va pas. Oui ou non? Est-ce que vous êtes stable émotionnellement tout le temps? Non. Quelquefois, vous pouvez même dire, madame, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai. Je te dis, est-ce que tu as eu un problème? Aucun problème, madame, mais je ne sais pas ce que j'ai. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tout simplement, il y a des hormones, des changements d'humeur suite aux facteurs externes, une influence par-ci, par-là. En entreprise, comment tu dois être? Always smiling, always les yeux qui brillent, always collaboratif. Tu me dis, madame, je devrais toujours donner de la générosité, sourire, motivation. Et si madame, ça ne va pas? Et si madame, je suis en colère? Et si madame, je suis fatiguée? Je vous dis, dès maintenant, ces mots n'existent pas dans le vocabulaire du manager. Ces mots n'existent. Je suis fatiguée, madame. Ce mot n'existe pas dans le vocabulaire du manager. Si tu veux être un gestionnaire ou un responsable, ça n'existe pas. Le mot fatigue n'existe pas. Il y a le mot être opérationnel. Il y a le mot atteindre les objectifs. Madame, j'ai pas envie vraiment, j'ai pas envie. Aujourd'hui, l'envie, elle n'est pas là. Ça n'existe pas dans le vocabulaire du manager. Un manager fait ce qu'il faut à la bonne place, au bon moment, avec la bonne personne.
Quel est l'objectif? L'humain lui-même se gère et gère l'autre. Point. Il n'y a pas les phrases comme je n'aime pas, je n'ai pas envie, je ne me sens pas. Nous ne sommes pas dans l'émotion, ni dans l'amour. Nous sommes dans la collaboration, nous sommes dans la réflexion, nous sommes dans l'analyse. Le vocabulaire est différent. Donc quelqu'un qui fait du chichi, qui commence à se croire prince, n'a pas de place en entreprise. Il faut vraiment avoir un esprit professionnel et le vocabulaire change automatiquement. Vous voyez d'ailleurs l'image que j'ai mis, la deuxième image, regardez. C'est quelqu'un qui fait une tâche? Non, multitâche. Il veille à garder contact, regardez, il garde contact avec ses clients, il planifie, il note ce qu'il faut qu'il fasse, il regarde de loin, il planifie des partenariats, des alliances avec d'autres collaborateurs. Il gère son temps, donc multi-action dans la même personne. Au lieu de recruter 3-4 personnes, je peux te recruter toi et tu me fais 3-4 tâches parce que tu as 3-4 profils et tu changes 3-4 casquettes et tu as 3-4 compétences. Tu es polyvalent, donc tu coûtes cher sur le marché, tu auras un bon salaire. Et les gens qui ont une compétence, ils savent faire une action. Ils ont un salaire qui correspond à leur compétence. C'est-à-dire à chaque fois que tu as un rêve, madame, je veux avoir le salaire X, travaille la compétence pour y arriver. Et vous remarqueriez, comme je vous ai dit la semaine dernière, aujourd'hui, vous me regardez, je vous explique, toi, tu seras ici ultérieurement. Dans 3 ans, tu auras ta licence et c'est toi qui vas expliquer à ton équipe. Avec une licence, on pourrait te donner une équipe de 5, 6, 10 personnes à gérer. C'est toi qui seras là. Donc dans 3 ans, toi, tu es mon collègue et c'est toi qui coach, c'est toi qui explique, c'est toi qui reformule, c'est toi qui montre le chemin. Donc d'ici 3 ans, déjà, tu dois me fabriquer qui? Quelqu'un d'équilibré, mentalement et psycholo. Et non pas tu lui dis, j'ai pas envie de t'expliquer, moi j'ai pas envie aujourd'hui, je suis énervée. Laisse-moi tranquille, j'ai pas envie de parler. Oh, tu peux pas lui dire ça. Si on te donne un poste, tu dois être à la hauteur de ce poste. Donc travaille et ta culture et ta persona. D'accord. Et bien sûr, regardez comment il est le monsieur. Je vous ai déjà montré ce monsieur. Souriant tout le temps. Est-ce que la vie est belle? Elle est compliquée, oui ou non? Et quelquefois, est-ce que tu souris tout le temps? Mais maintenant, vous allez me dire, madame, avec ce cours, je comprends que si je mets les pieds en entreprise, je devrais sourire tout le temps. Et personne en classe ne peut me dire, non, madame, c'est impossible. Si, c'est possible. Parce que mentalement, tu te programmes. Quand tu pars au travail, voilà, c'est smiley. C'est un masque professionnel. C'est un contact pro. C'est de l'énergie pro. Ta vie privée, tes problèmes, tes sentiments, c'est ta vie privée, c'est ton jardin secret. Et il ne faut pas mélanger l'une ou l'autre. De toute façon, on l'appelle l'assertivité, le fait de contaminer positivement quelqu'un avec de l'énergie positive. Donc, vous remarquez que nous sommes en train de parler de quoi? Du comportement au sein de l'organisation. Il y a beaucoup de livres sur le comportement organisationnel. Parce que je peux avoir un étudiant très intelligent, mais au niveau du comportement organisationnel défaillant. Un étudiant qui s'énerve très vite. Un étudiant qui se ferme très vite. Il n'aime pas communiquer. Il est dans sa bulle. Ça ne marche pas. Alors cette intelligence, tu ne la montres pas. Tu ne l'offres pas. Et vous savez aujourd'hui qu'il y a des entreprises qui ont juste une porte. Tu rentres, tu trouves un open space. Il n'y a pas de mur. Ça veut dire que tout le monde travaille avec tout le monde. Donc bruit, dérangement, des gens qui touchent le clavier, des gens qui parlent au téléphone, et tu dois supporter ce bruit. C'est un high level de maturité. Oui, allez-y. Tout de suite. Allez, on y va. Oui, comme ça je peux continuer, vite. Allez, je continue. Lorsque aussi j'ai l'humain, allez, vite. Lorsque j'ai l'humain, j'ai un ordre à suivre. Donc, j'ai une pyramide hiérarchique de fonctions. Et lorsque j'ai une pyramide hiérarchique de fonctions, qu'est-ce que j'ai? Le respect de N1, le respect de N2, le respect de la hiérarchie. Suivez avec moi, le respect de la hiérarchie. Donc, la structure hiérarchique, quelle qu'elle soit, j'ai un N1, N2, N3 à respecter, je ne dois pas dépasser mon N1 et partir au N2. Je dois savoir, je dépends, monsieur, allez-y. Je dois savoir, je dépends de qui?
Qui a le droit de me donner des ordres? Qui a le droit de me donner des directives? Est-ce que je peux passer? Très bien. Maintenant, l'entreprise a certainement une image qu'elle offre au sein de la société. Elle a une réalité publique. Donc, publiquement, elle a une appartenance à une société. Elle a aussi une image sociale. Elle a une réputation. Lorsque tu achètes Nokia, forcément, tu as cherché au niveau de sa réputation, qu'est-ce qu'on dit? Tu la compares à son concurrent. Oui ou non? Aujourd'hui, nous parlons de réputation et de irréputation. E-réputation, c'est-à-dire la réputation que nous retrouvons sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous vous rappelez, avec moi, il y a eu, je pense, ça fait 2 ans, des personnes qui ont décidé, juste à travers Internet, de boycotter certaines entreprises. Et ça a marché, oui ou non? Ça veut dire que la force digitale ou la force informatique ou la force des réseaux sociaux, elle a toute son importance au niveau de la réalité publique. Donc, toi aussi, je te le dis, en tant que futur recruté, avec ton diplôme, veille à ne jamais laisser quelque chose de négatif sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous le savez. Lorsque toi, tu voudrais être recruté, ton recruteur cherchera des informations sur Internet sur toi. Donc, en principe, s'il y a des images ou des messages ou quelque chose de négatif, tu dois tout enlever. Pour le jour où un recruteur fait des recherches sur toi, il ne trouve qu'un dossier clean qui valorise ton image, qui montre réellement une réalité publique. Parce que toi, tu vas porter l'image de l'entreprise. Si tu fais partie d'une entreprise, tu la représentes. Donc, eux, ils ne vont pas recruter n'importe qui pour représenter l'entreprise parce qu'ils ont une répu. Donc, faites attention à ce que vous mettez sur Facebook, sur TikTok, ne mettez rien qui peut créer un chômage futur. Ne mettez rien qui peut créer une mauvaise image de toi. Je ne sais pas si vous avez compris. Une fille qui fait du TikTok aujourd'hui, elle veut travailler dans une entreprise. Elle rêve. Personne ne va la recruter. Je ne sais pas, est-ce que vous avez compris que la jeunesse veut vivre des choses, mais qui sont en contradiction avec les besoins du marché. Donc, je fais attention à ce que je fais pour ne pas commettre des erreurs qui peuvent se transformer en comportement ennemi. Après, je le fais par bonheur, par jeunesse, mais je dois être stupide si je rate ma carrière à cause de TikTok ou je ne sais pas quoi. Donc, faites attention, je parle de quoi? De réputation. Pour que tu fasses partie d'une équipe ultérieure. Et donc, toute entreprise doit être organisée, est une organisation de multiples fonctions et chacun de nous a une activité à jouer, a une mission à exécuter. Donc, nous sommes tous dans un seul objectif. C'est quoi notre finalité? C'est qu'on puisse atteindre les objectifs assignés par la direction. C'est qu'on puisse tous les réaliser. Le deuxième point à retenir, c'est que tant qu'une entreprise elle est productive, elle va satisfaire les besoins du consommateur, le produit est disponible sur le marché, elle essaie de faire face à la concurrence, elle opte pour des stratégies à chaque fois en fonction de ce qui se passe sur le marché. Et donc, elle peut être prestataire de biens ou de services. Le troisième point, c'est qu'elle a un pouvoir. Elle dispose d'un pouvoir. Selon la taille de l'entreprise, son secteur d'activité et bien sûr ses caractéristiques. Et finalement, elle a des capacités ou des aptitudes, cette entreprise. On peut juger une entreprise selon sa capacité d'acquisition. Comment je peux dire, celle-là c'est une PME, madame, celle-là c'est une grande entreprise? Je la juge selon ses caractéristiques. Bien sûr, le bilan de fin d'année aussi participe à juger une entreprise. Et donc, elle oriente, elle combine l'ensemble des ressources que nous avons vues pendant la séance précédente, les ressources humaines, financières, vous vous rappelez, techniques. Lorsque j'ai une planification stratégique, donc qu'est-ce que j'ai? Un pouvoir d'action. Je peux agir si j'ai une stratégie. C'est interdit. Vous n'avez pas le droit d'utiliser votre téléphone, c'est interdit. Donc, à des degrés différents,
Chaque entreprise agira en fonction de sa capacité et nous veillerons tous dans le seuil de collaboration à développer cette société-là. Parce que si l'ensemble de ces entreprises optent pour la même vision stratégique, nous aurons une bonne santé économique. Si chacun de nous œuvre, si chacun de nous fait un effort, nous œuvrons pour une économie puissante qui pourra concurrencer d'autres économies. Donc la vision est certainement en interne, mais aussi c'est une vision d'ouverture, de puissance, de pouvoir, de libre-échange, de mondialisation. Nous partons aussi vers l'externe. Puis-je passer? D'accord, je vous attends. Oui, je vous ai dit que c'est interdit. On ne va pas continuer à jouer comme ça. Allez-y, tout de suite, pour que je puisse continuer. Vous aussi, vous aussi. La demoiselle avec le masque bleu. Vous aussi, allez-y. Allez-y. J'ai dit que c'était interdit, donc c'est interdit. Allez-y. Vous. Oui, vous. Oui. Arrête la production. Très bien. Donc, nous allons partir directement vers le détail, mais toujours en essayant de réfléchir autour de cette entreprise qui t'attend. Que tu sois créateur d'entreprise future ou acteur au sein d'une entreprise. Donc, si nous voulons parler de cette structure, cette organisation, c'est un ensemble de quoi? C'est un ensemble d'activités. C'est un ensemble, note avec moi, un ensemble d'activités. Chacun de nous a sa mission, chacun de nous a sa fonction, chacun de nous a sa marge de performance humaine. Et nous tous, l'ensemble de nos performances humaines vont donner lieu à l'atteinte de l'objectif. Donc, si moi je travaille 50%, toi 50%, ça va. Si nous sommes 3, c'est 35, 35, 35, ça va. Si moi je prends 90% d'efforts et toi tu fais 10%, ce n'est pas fair, ce n'est pas juste, je vais me fatiguer et ultérieurement je refuserai de travailler. Donc, il faut quand même un équilibre au niveau de la répartition des tâches. Un bon manager, s'il a 3 personnes, il délègue. Il délègue, ça veut dire il répartit équitablement les tâches pour que chacun puisse s'investir. Parce que justement, chacun est une potentialité. Chacun a son potentiel. Et le manager intelligent est quelqu'un qui découvre et exploite le potentiel de son salarié. Le deuxième point, c'est que oui, on peut s'arranger. On peut avoir un arrangement ensemble. Je suis plus fort en technique. Je vais plus prendre cette partie. Tu es plus fort en relationnel, tu prendras les affaires extérieures. Tu es plus fort en analyse, tu feras le benchmark pour nous chercher les meilleurs fournisseurs, les meilleurs marchés, les meilleurs prestataires. Chacun de nous, on va essayer, qu'est-ce que j'ai dit? D'exploiter son potentiel. Parce que si toi, tu es fort en telle ou telle tâche, tu brilleras et on aura moins de temps par rapport à l'exécution. Parce que tu fais vite les choses concernant cette chose-là. Donc, là, je parle de quoi? Lorsque tu es, parce que tu peux participer ultérieurement, toi-même, au processus de recrue. Mais oui, on te dit, il te faut 2-3 personnes dans ton équipe, tu dis oui. Et on te dit, viens, tu vas assister avec nous au recrutement. Donc, lorsque tu veux recruter, fais attention pour que la personne que tu mets avec toi dans ton équipe soit une valeur ajoutée. C'est cette plus-value pour une économie de temps et de moyens pour arriver à l'efficacité et l'efficience. Mais si tu vas avoir beaucoup de personnes mais qui ne font rien, je ne vois pas l'intérêt. Vous remarquez, le mot résultat, rentabilité et productivité se répètent tout le temps. Donc, au sein même de l'entreprise, dans ce cadre-là, il s'agit d'une économie. Regardez combien, tellement de choses sont organisées. Et quel que soit l'objectif de cette entreprise, le fonctionnement va impliquer l'utilisation de plusieurs ressources. Bien sûr, en cours d'économie, d'introduction à l'économie, vous avez vu l'importance des ressources rares et le fait de les préserver.
Donc, je pense que ce slide, il reprend ce que nous avons expliqué depuis tout à l'heure. Vous n'êtes pas obligé de noter l'ensemble. Vous prenez les éléments qui vous intéressent et qui sont une synthèse de tout ce que nous avons expliqué depuis tout à l'heure. Vous remarqueriez que je mets certains mots clés en couleur. Ce n'est pas uniquement objectif décoration, pas du tout. Mais c'est beaucoup plus pour que toi, tu mémorises mieux et plus et que tu puisses souligner pareil sur ton cahier et que tu puisses peut-être bien te dire que cette question pourra se transformer, que ce mot pourrait se transformer en question d'examen. Ce sont les principaux piliers du cours que je voudrais que tu puisses enregistrer. Les éléments les plus importants. Et que tu verras se répéter au fil du temps et au fil des séances. Puis-je passer ? À partir de tout à l'heure, je parle aux gens qui ont déjà terminé. De tout à l'heure ou tout de suite, est-ce que vous commencez à mémoriser certains mots clés ? Lorsqu'on parle de management, on parle d'une structuration en entreprise. De quoi nous avons besoin ? Nous avons besoin de manager, encore. Équipe, encore. De quoi nous avons besoin ? Un ensemble de techniques, de stratégies, encore. Une organisation humaine, encore. Un objectif et une finance. Et nous devons alors avoir des capacités et veiller à la paire humaine et financière. D'accord. Allez, on y va ? Très bien. Puisque je reviens, allez-y. La plupart en classe ont déjà terminé. De toute façon, vous allez trouver le cours sur YouTube. Si vous n'avez pas 19 ou 20, je dois vous tuer, oui ou non ? Vous devez vraiment avoir de très très bonnes notes avec moi. Allez, on y va. Les 5 fonctions économiques de l'entreprise. Chaque entreprise doit acheter des matières premières, oui ou non ? Donc l'achat des matières premières, c'est l'approvisionnement. Elle doit acheter des matières premières. Donc, qu'est-ce qu'elle fait ? Les importer. Elle doit faire de l'import. Elle va ramener de la matière première d'où ? De pays, de fournisseurs. Et pour choisir ses fournisseurs, qu'est-ce qu'elle doit faire ? Une analyse au niveau de la matière. Au niveau de quoi encore ? Le prix. Elle doit analyser le prix. La qualité. La réputation du fournisseur. Est-ce que c'est un fournisseur qui a déjà de bonnes relations commerciales avec d'autres entreprises ? Il veille à la livraison et au respect des délais. Et il veille à garder la même qualité. Parce qu'il peut nous envoyer des échantillons, mais ce n'est pas la même qualité que la suite. Donc, on doit vraiment faire quoi ? Comment on appelle ça ? Pardon ? La continuité. Et donc, on fait une analyse comment ? Comment on l'appelle ? Le benchmark. Benchmark. Une analyse de benchmark. Ça veut dire une analyse comparative pour choisir les meilleurs fournisseurs qui sont dans la bonne qualité, la continuité, le prix correct et où la ressource ne pourra pas être rare. Par exemple, si je prends l'exemple d'Inde, est-ce que c'est un pays risqué ou non ? Qu'est-ce qu'il y a comme environnement naturel en Inde qui peut me créer des problèmes au niveau de mon approvisionnement ? Qu'est-ce qui se passe en Inde ? Qu'est-ce qui se passe ? Il y a des inondations. Souvent, il y a des inondations. Vous voyez le reportage ? Souvent, il y a des zones où il y a énormément d'eau partout. Ça peut créer un énorme problème au niveau de mon approvisionnement. Si j'ai un seul fournisseur et j'ai toujours misé sur un seul fournisseur, je n'ai pas un plan B, un plan C, un plan D. Si je compte sur ce seul fournisseur et ce fournisseur se trouve dans une zone géographique dangereuse ou risquée, il a eu une inondation. Ce n'est pas lui qui a choisi une rupture de relation, mais c'est l'environnement naturel. Et l'environnement naturel, quelquefois, est incontrôlable. Donc, si moi je suis stupide, je n'ai pas de plan B. Et si moi je suis un gestionnaire intelligent, j'ai toujours des plans de secours. Je vais gérer ce risque pour ne pas tomber dans la crise.
Donc c'est une gestion prévisionnelle. J'espère que, mais bien sûr, je fais avec mon management de la gestion de ce qui peut se passer ultérieurement. Je pense aux problèmes futurs, je vous l'avais déjà dit, je pense la séance 1. Je pense aux problèmes futurs et je pense aux solutions aux problèmes futurs. Est-ce que les problèmes sont arrivés? Pas encore. Mais je pense aux problèmes futurs et quel plan d'attaque à ces problèmes. Donc je fais de la gestion de risque pour ne pas tomber dans la gestion de crise. Parce que le risque est gérable, mais la crise n'est pas gérable. Bien sûr, toutes les menaces, je vais les étudier, je vais les déposer dans une réunion sur place. Quels sont tous les risques futurs que nous pouvons avoir? Naturels, économiques, politiques, un pays peut avoir une guerre. Donc je n'aurai plus de fournisseurs. Est-ce que nous avons un plan B, C, D? Les gens en entreprise qui ont fait une analyse benchmark, qui ont comparé, etc. Bien sûr, oui, nous avons prévu ce plan de secours, un deuxième, troisième, quatrième issue de secours. Donc vous devez toujours avoir, comment on va dire, des bouées de sauvetage, je ne sais pas. Mais en tout cas, si tu n'as pas de matière première, tu n'as pas comment produire. Tu as le capital humain, tu as les machines, tu as le bâtiment, mais tu n'as pas de matière première. Donc tu ne peux pas agir. Vous avez remarqué pendant le Covid, qu'est-ce qui s'est passé dans les aéroports? Blocage des conteneurs avec les matières premières. Il y a le capital humain. Nous avons beaucoup de Marocains qui veulent travailler. Il y a les édifices, il y a les équipements. Mais la matière première est restée bloquée dans les conteneurs. Qu'est-ce qui ne s'est pas passé? Les gens n'ont jamais prévu une crise sanitaire. Ils ont prévu une crise touristique, une crise économique, une crise politique, mais n'ont jamais pensé à une crise sanitaire. Donc il n'y a jamais eu de réflexion autour de ce risque. Donc on a vécu la crise. Parce que s'il y avait une bonne gestion de risque, on n'aurait jamais vécu la crise. Ça a été l'occasion pour beaucoup d'entreprises pour réorienter leur politique. Au lieu toujours d'être avec des collaborateurs étrangers ou des fournisseurs étrangers pour l'approvisionnement, ils se sont tournés vers les gens qui sont localement présents. Donc c'est bien, ça encourage l'économie nationale. Oui, on peut avoir des gens qui peuvent produire le même produit avec une bonne qualité, mais ici, chez nous, made in Maroc. Et donc, ça a été l'occasion de donner un coup de pouce à l'économie locale, à l'économie régionale, à l'économie nationale. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous réorientons notre capacité de réflexion à chaque fois que nous sommes confrontés à un problème. Mais ce qui est bien, c'est que tu ne tombes pas dans le problème et tu commences à réfléchir. Il faut réfléchir avant. C'est ça, en fait, pour minimiser les dégâts et les risques. Maintenant, nous avons compris approvisionnement. D'accord, j'ai importé mon produit. Ou bien il y a ici à côté un producteur, donc ça peut être ici ou ailleurs, puisqu'aujourd'hui tout a changé. La politique interne des entreprises a changé post-Covid, donc ils commencent à faire attention et à ne pas compter uniquement sur l'externe. Vous avez remarqué dernièrement, il y a eu un arrêt au niveau des avions qui partent en Allemagne et certains pays, oui ou non? Donc toute chose peut arriver encore. En tout cas, si je réfléchis bien à toujours avoir ma matière première, je peux passer à la production, je peux produire. Très bien, maintenant j'ai produit, parce que j'ai le capital humain et j'ai les machines, j'ai mon produit. Le produit premier est devenu un produit fini. Bien sûr, pour qu'il soit un produit fini, j'ai déjà moi fait du marketing. Je suis sortie sur le marché, j'ai fait des études de marché pour connaître les besoins du consommateur. Je ne vais pas produire ce que je veux, je vais produire ce que le consommateur veut. Ce n'est pas ma volonté, c'est une volonté sociale. Parce que ce n'est pas moi qui va l'acheter, c'est eux qui vont avoir une capacité d'achat. Donc moi, dans le marketing, j'ai vu leur capacité d'achat. J'ai fait une analyse de leur niveau de salaire, leur fréquence d'achat. Qui achète? J'ai segmenté le marché. Le marché, combien y a-t-il des femmes ou des hommes? Qui consomment plus, les femmes ou les hommes? À quel degré ils consomment? J'ai réfléchi à toutes ces composantes. Je suis même partie au ministère. J'ai pris les études du ministère. Vous voyez quand ils passent chez vous à la maison pour faire le recensement. Une fois par an, tout le monde, le Maroc, il fait le recensement. C'est des gens qui viennent chez vous dire « Vous êtes combien à la maison ?» Des statistiques. Pourquoi? Pour remonter l'information au ministère. Et le ministère remonte l'information aux entreprises pour leur dire « Aujourd'hui, en 2021, le Marocain normal touche tel salaire. Voilà sa capacité d'achat. Il y a 4 personnes dans chaque... » Il lui donne tous les détails. Et en fonction de ces détails, l'entreprise, elle a une idée sur la démographie marocaine, sur le niveau de salaire du Maroc. Elle ne peut pas sortir des sacs à 50 000 dirhams. Elle dit « Ça ne va pas être vendu. Je suis désolée. Ça va être vendu à une élite sociale, mais pas au commun du peuple. »
parce que nous avons une catégorie beaucoup plus moyenne au Maroc. Oui ou non? D'accord. Après, lorsque tout va bien, nous allons distribuer les grandes surfaces, Marjan, Carrefour, etc. Les petites surfaces, les petites épiceries, etc. Et nous avons aujourd'hui, vous avez remarqué, le porte-à-porte ou la livraison à domicile. Donc, tous les moyens sont bons pour toucher le client. Avant, il y avait la distance. Maintenant, il y a la proximité. Vous ne notez pas, vous me regardez. C'est magnifique. Notez. Il faut noter. Dans la distribution, qu'est-ce que j'ai? Tout le monde doit avoir mon produit. J'utilise l'outil public, mais bien sûr la publicité. J'utilise la publicité pour quelle raison? Pour faire connaître mon... Mais bien sûr, c'est une force commerciale. La publicité est une force commerciale pour faire connaître mon produit, quitte carrément à harceler le consommateur. C'est de l'harcèlement. Vous connaissez qu'est-ce que c'est? Tu es chez toi, à la maison, tu regardes un film, au milieu du film, il y a la publicité. Tu as demandé? Non, c'est de l'harcèlement. C'est de l'approche client, c'est du contact client. Il y a même des bases de données de vos téléphones qui sont vendues. Vous recevez des messages ou non? Quelquefois, vous recevez des messages publicitaires? C'est vous qui avez demandé? Vous sortez dans la rue, vous voulez respirer un peu, vous levez la tête, vous voyez à côté d'un feu rouge, publicité. Vous tournez la tête à côté d'un immeuble, affiche publicitaire. Vous tournez encore des voitures publicitaires qui circulent. On vous donne des flyers. Tout est bon pour approcher le client. Il y a même aujourd'hui des danses qui se font dans des espaces publics. Comme à Morocco-Mall, dernièrement, il y avait des personnes qui marchent normalement. Après, une musique est apparue. Après, 8 personnes ont commencé à danser. Les autres en haut, au premier étage, ont commencé à faire la même danse. Je ne sais pas, il y a un nom spécifique à ça, mais c'est une façon aussi pour faire connaître un produit. Un musicien est sorti, un chanteur, pour faire quoi? Pour attirer l'attention, pour dire voilà, nous existons, il y a ce produit-là. Vous retrouvez souvent aussi à Marjan ou à Carrefour, dans les grandes surfaces, une femme ou un homme qui a des produits sur une table et vous demande de goûter. Pourquoi? Pour créer l'envie chez le consommateur, même s'il n'a pas besoin. Mais nous allons créer l'envie chez lui. Donc, je ne sais pas, vous consommez par logique ou par envie, mais la plupart des consommateurs consomment par envie. J'ai envie d'acheter ce produit, même si je n'en ai pas vraiment besoin. Ce n'est pas vital. Après, quand je vais distribuer, j'ai vendu mon produit aux grandes surfaces, etc. Qu'est-ce que je fais? Je récupère mon argent. Quand l'entreprise récupère son argent, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit répartir les revenus. Elle doit payer qui? Elle doit payer les fournisseurs d'abord. Elle doit payer les fournisseurs. Après, elle doit payer les salaires. Après, elle doit payer ses taxes, ses impôts. Parce qu'au niveau de l'État aussi, elle a des responsables. Maintenant, j'espère qu'elle va garder un peu d'argent. On l'espère. Qu'est-ce qu'elle va faire de cet argent-là? Elle va avec l'argent de la semaine du mois dernier et de l'année dernière, elle va accumuler sa richesse. Ce capital va être accumulé. Soit elle a le choix de le garder, elle réfléchit. Soit elle peut faire quoi? Réinvestissement. D'accord. Vous avez noté, je peux passer? Donc, si on veut analyser l'entreprise, parce que c'est ce que nous sommes en train de faire depuis tout à l'heure, nous sommes en train d'analyser, de comprendre ce qui l'entoure, ce qu'elle fait, comment elle agit. Donc son objectif, c'est rester vivante, survivre, même dans un marché concurrentiel, même dans un marché hyper compétitif. Elle doit rester vivante. Elle doit aussi maintenir sa stabilité. L'objectif, c'est de croître, se développer et non pas régresser. Mais si je n'arrive pas à croître, au moins je reste stable. Nous devons tout le temps, la boucle que je viens de vous montrer, l'approvisionnement, etc., nous devons tout le temps la faire parce qu'une entreprise qui ne produit pas ne peut pas rester vivante. Si le stock que j'ai dans mon stock s'écoule, je dois reprendre la même boucle que je viens d'expliquer dans un cercle d'homogénéité de tâches, de respect mutuel, de respect de la hiérarchie, un bon comportement professionnel. Chacun de nous rêve de travailler dans des conditions correctes pour que tu puisses avoir cette volonté, cette motivation de donner.
Parce que le cadre et le contexte est très important aussi. Parce que tu peux avoir un très bon salaire, mais les conditions ne favorisent pas ta performance. Donc c'est dans l'homogénéité. Nous devons avoir vraiment l'ensemble de ces facteurs. Est-ce que ça va pour l'instant? Je continue. Nous devons avoir une unité de production pour avoir notre marque, nos produits ou notre gamme. Et tant que nous sommes dans la focalisation, ça marche. Le troisième point, aujourd'hui nous avons un nouveau service qui a émergé, ça fait uniquement quelques années, dans les entreprises, qui s'appelle Service Recherche et Développement. C'est un service qui s'occupe de quoi? D'innovation. S'il te plaît, ça fait maintenant 10 ans qu'on travaille sur le même produit. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle jeunesse. Et cette jeunesse, elle voit ce qui se passe sur les sites, elle voit l'international, elle a une exigence qui commence à s'élever. Donc, je dois satisfaire le besoin de mon consommateur, mais avec un level international. Parce qu'aujourd'hui, toi, tu ne consommes pas comme ta grand-mère. Toi, tu es beaucoup plus exigeant. Et tu veux un produit qui correspond aux normes qui se trouvent aux États-Unis ou ailleurs. Tu as ton argent, tu as le choix. Tu achètes ou tu n'achètes pas. Et si tu ne trouves pas, tu peux commander de l'extérieur. Donc, pour que moi, si je suis une entreprise locale, je veux te satisfaire, je dois quand même innover, m'inspirer de ce qui se passe à l'extérieur, copier peut-être, mais changer. De toute façon, il y a réflexion, il y a créativité. Donc, on prend des décisions. Et toutes les décisions sont les bienvenues. Et je vous invite, quand vous êtes en réunion, de faire un effort au niveau de votre participation, parce que ne sous-estimez jamais vos idées. Quelquefois, ton idée est d'une telle importance qu'elle peut peut-être sauver la production. Et bien sûr, ouvrez la discussion par rapport aux autres, donnez-leur la possibilité de réagir. L'entreprise aussi est un système ouvert aux menaces comme ouvert aux opportunités, ouvert à l'environnement, ouvert à toute chance. Donc je dois faire attention, je dois calculer et faire attention les opportunités, où est-ce qu'elles sont, les menaces, où est-ce qu'elles sont. Est-ce que j'ai un plan d'attaque est-ce que j'ai un plan peut-être de défense? Je dois être toujours prêt à toute menace extérieure et je dois profiter des opportunités qui se présentent sur le marché. Bien sûr, nous allons voir bien sûr quelques types de diagnostics externes et internes. Nous allons les voir ultérieurement. Et bien sûr, si quelqu'un est producteur, il mérite un revenu. Pourquoi? Parce que ce revenu est un système de motivation pour qu'il puisse lui-même devenir consommateur. Parce que lui est producteur chez moi, en entreprise, mais il est consommateur ailleurs. C'est une force de consommation. Et si lui perçoit un salaire correct, il est un consommateur seul. Non, il est marié, il a des enfants, donc chaque revenu pourra me générer 5 ou 6 consommations. Est-ce que vous avez compris? D'accord. Il s'agit d'une cellule sociale. Dans la cellule, il y a une fermeture, mais nous avons parlé d'ouverture. Oui, cette cellule, elle est fermée en interne par rapport à la confidentialité des dossiers, les décisions, la stratégie, mais elle est ouverte en externe pour être sensible par rapport à ce qui l'entoure. Et finalement, nous devons absolument avoir notre petite place sur le marché qui va croître petit à petit pour avoir une grande place. Donc, le rêve de chaque entreprise, c'est d'avoir le monopole, mais quelquefois, quand ce n'est pas possible, au moins, nous sommes en croissance. C'est vrai que le poids de la compétitivité est énorme. Vous trouvez dans nos rues, par exemple, un café, il est en face d'un café. À droite, un café et à gauche, un café. On se demande, est-ce qu'ils n'ont pas trouvé une autre idée? À ce point, la créativité est absente. On peut trouver autre chose. Mais c'est peut-être parce qu'ils s'adaptent au type de consommateur qui vient chez eux. Ce café est dans un style, l'autre café est dans un autre style. Et il a un autre public. L'important, c'est que vous puissiez quoi? Adapter votre stratégie interne pour qu'il puisse avoir une valeur ajoutée pour le consommateur et pour vous. Est-ce que ça va pour l'instant? Je peux continuer? D'accord. Nous allons passer directement au deuxième chapitre pour un peu creuser plus, mais pour connaître les types d'entreprises. Alors nous allons les classifier. Je vous prie de noter le titre et directement j'avance. Nous allons classifier d'un point de vue loi, juridique,
qu'est-ce que la loi nous dit à ce sujet, et nous allons essayer de classifier aussi sur la base de l'économie. Donc, comment l'économie voit les entreprises, comment la loi peut-elle régir ou statuer sur les entreprises, et quels sont ces types? Puis-je commencer? Je peux? Très bien. Donc, je pense que vous êtes prêts. On y va? Parfait. Alors, quel est l'intérêt de la classification? Pourquoi c'est intéressant de classifier les entreprises? Première des choses, ça nous permet de faire le mot que j'ai dit tout à l'heure. C'est quoi le mot que j'ai dit tout à l'heure? L'étude comparative. Qu'est-ce que c'est? Bravo. De faire le benchmark. Je dois connaître avec qui je peux être allié. Et je dois connaître mes concurrents. Je dois connaître les entreprises qui viennent de naître, leur pouvoir et leurs faiblesses, comme je dois connaître ceux qui ont déjà le monopole. Lorsque je fais une étude comparative, lorsque je fais une étude profonde de l'état du marché, de ses opportunités, de ses faiblesses, les entreprises présentes, les entreprises qui ont souffert de Covid, etc., j'aurai plus de chances de réussir. Pour quelles raisons? Pour éviter leur erreur déjà. Oui ou non? Et peut-être bien pour créer des alliances ou des partenariats avec certains. Ça me permet aussi de décrire les entreprises et d'observer leur structure. Et pourquoi pas m'inspirer pour créer une structure organisée au sein de mon entreprise. Et qui dit création d'entreprise ou création d'une bonne organisation, cela sous-tend la recherche de performance. Ce mot va se répéter au fil de nos séances. Et lorsque nous allons évaluer la performance, le rendement de ces entreprises-là, nous pourrions aussi avoir une idée sur notre marge future. Est-ce que nous avons la chance devant ces entreprises? Si je prends à titre d'exemple l'entreprise Cosumar. Vous connaissez Cosumar? Elle produit le sucre, tout à fait. Est-ce qu'elle a un concurrent? Elle est la seule sur le marché qui produit le sucre. Ça veut dire, toi, demain, tu as de l'argent, tu veux créer une entreprise de sucre? No way, ne réfléchis même pas à ça. Ne réfléchis même pas, tu es perdant en avance. Si tu évalues sa performance, elle est la seule qui domine. Elle n'a pas le monopole, elle domine, c'est différent. Elle n'a pas de concurrent. Et personne ne peut combattre parce qu'aujourd'hui, c'est un empire. Donc, sa force économique, sa force en capital humain, sa force digitale, sa force de production, ses machines, on ne peut pas les concurrencer. Donc, vaut mieux peut-être toucher un autre territoire ou une autre dimension. En tout cas, c'est toujours, on va dire, intéressant d'observer ce qui se passe. L'étude de l'existant. Qu'est-ce qui existe? Qu'est-ce que je peux faire? Et non pas venir et vouloir entreprendre dans quelque chose en avance qui est perdant. Très bien. Nous allons essayer de classifier maintenant d'une façon, on va dire, ou d'une dimension économique. Nous pouvons classifier sur la base du secteur économique. En économie, qu'est-ce que nous avons? Nous avons en premier lieu le secteur primaire. Et le secteur primaire, c'est les entreprises agricoles, de pêche, les forêts. Le secteur secondaire et le secteur tertiaire. Donc, dans le secteur secondaire, nous avons tout ce qui est industriel, pharmaceutique, électroménager, l'entreprise automobile. Et nous avons le troisième secteur, c'est le secteur tertiaire. C'est toutes les entreprises qui offrent des services. Donc, ici, nous pensons aux entreprises de commerce, finance, transport, immobilier, etc. Donc, on peut déjà commencer par connaître les types d'entreprises sur la base de cette première dimension économique. Il y a une autre possibilité, c'est le secteur d'activité. Est-ce que je vous attends? D'accord.
Pour les exposés que vous allez essayer de faire ici avec moi, essayez de choisir un secteur et proposez-moi le secteur qui vous intéresse. Je préférerais que ce soit le secteur qui t'intéresse par rapport même à ton stage. Si tu voudrais passer un stage ultérieurement dans une entreprise automobile, ben, vaut mieux que tu puisses faire l'exposé par rapport à ce secteur pour te donner au moins une idée au préalable du secteur qui t'attend. Choisissez votre exposé en fonction de votre ambition future. Je vais passer avec votre permission? Non, pas encore. Je peux? Oui? Très bien. On peut classifier aussi sur la base du secteur d'activité. C'est-à-dire, si par exemple je parle de Peugeot, Citroën, c'est quel secteur? C'est le secteur automobile. C'est évident. Si je parle de la CIH Bank, de la SGMB, de BMCE, c'est le secteur bancaire, tout à fait. Si je parle de Cooper, de Sanofi, Roche, Pharma, c'est le secteur pharmaceutique, ainsi de suite. Donc il y a un regroupement d'entreprises qui sont actifs dans la même production du même produit. À une différence près, mais c'est presque pareil. Donc c'est un secteur qui produit les mêmes produits, qui offre aux consommateurs, je veux dire, les mêmes produits. Donc c'est pareil, donc voilà, le secteur agroalimentaire. Je n'ai pas mis une longue liste, mais je pense que vous avez compris. L'ensemble des entreprises qui vont produire, ils ont la même vision, qui vont produire presque les mêmes produits. Une différence au niveau du package, une différence au niveau de la gamme, oui, mais c'est toujours le même produit. Quand tu pars à une banque, crédit consommation, oui, tu pars à une autre banque, il y a aussi crédit consommation, c'est le même service. Peut-être que c'est différent au niveau du process, de l'enregistrement, peut-être que c'est différent au niveau du taux qu'ils vont proposer tous les deux ou de l'échéance, peut-être. Il y a de petites différences, mais finalement, c'est le même produit. On peut aussi classifier sur la base de la branche et la filière. La branche, qu'est-ce que c'est? C'est toutes les entreprises ou les parties d'entreprises qui vont participer à fabriquer le même type de produit. Donc, c'est l'ensemble de ces entreprises-là qui vont tous être dans le cheminement, dans la participation. Donc, tous appartiennent à la même branche. Si je prends par exemple la branche financière, ça va regrouper qui? La banque, l'assurance, parce que tous proposent le même service. Exactement. Je pense que ce tableau montre d'un point de vue, on va dire, schéma, il schématise clairement comment je peux voir le marché, comment je peux connaître cette dimension économique ou comment l'économie segmente-t-elle les entreprises. Puis-je passer? Oui, vous, allez-y. Allez-y, vite. Non, la demoiselle derrière. Allez-y, vite. Allez-y. Je peux avancer? Pour l'instant, par rapport à votre ambition personnelle, vous voudriez intégrer quel type de secteur, quel secteur d'activité, quelle branche? Comment voyez-vous votre avenir? Qu'est-ce qui vous intéresse le plus? Est-ce que vous avez une vision? Vous avez remarqué pendant le Covid, le secteur d'événementiel, le secteur touristique, je ne veux pas vous influencer,
Mais quel est mon message? Ne choisissez pas un secteur à risque. C'est cela mon message. Pendant le Covid, on a vu qu'il y avait certains secteurs vitaux. Et certains secteurs ont eu un énorme coût qui a détruit leur activité carrément. Le secteur de l'événementiel, il a été détruit, presque. Comment? Touristique aussi. Maintenant, ce que je voudrais faire ultérieurement doit quand même correspondre aux besoins du marché actuel et surtout les besoins du marché post-Covid. D'accord. Qu'est-ce que nous constatons? Qu'une petite entreprise, nous avons encore quelques minutes ou pas? Je vous prends combien? 5 minutes? 5? Vous êtes fatigué? Vous êtes fatigué? 4 minutes? 3 minutes? Je termine ce slide et je vous lâche. Allez, restez avec moi. On termine celui-là? On termine ce slide et je vous laisse disposer. Donc, une petite entreprise, elle ne se gère pas comme une grande entreprise. Chacun en la gère d'une façon différente. Est-ce que tu vas gérer une petite entreprise comme tu vas gérer une moyenne ou une grande entreprise? Non. Les modes de gestion sont différents et les régimes fiscaux sont différents aussi. Je vous remercie pour votre courage, suivi, motivation. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.